1500 € environ, c'est le prix de ce Nikon Z5 II. C'est le moins cher du marché, ou quasiment, sur les derniers modèles, toutes marques confondues, si vous souhaitez acheter un appareil full frame. Nikon a frappé fort, alors est-ce qu'on en a pour notre argent ou est-ce qu'on doit faire énormément de compromis à ce prix? Parce que 1500 € peut paraître cher, évidemment, c'est une somme, mais dans le monde de la photo et du full frame, c'est un prix quasiment imbattable. Et aujourd'hui, on va faire une review complète sur le Nikon Z5 II que j'ai pu tester durant 2-3 semaines dans les montagnes ou même à travers quelques escapades en mer. Et j'ai pu évidemment l'expérimenter à travers différentes situations. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis complet et honnête sur cet appareil. Alors, je vous fais un petit spoiler alerte. Eh bien, vous allez en avoir pour votre argent. Mais je vous invite à regarder cette vidéo entièrement parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à savoir et si vous êtes intéressé par cet appareil, eh bien ça peut vous être utile. Je vous mets le lien en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a souvent des offres qui changent. Juste pour la mise en contexte, je l'ai essayé avec le 24-120 f4, donc tout ce qui va résulter de ce test est avec cet objectif. Donc tout ce qui est AF ou même peut-être stabilisation et qualité d'image est influencé forcément par l'objectif. J'ai fait une vidéo sur le 24-120 si vous souhaitez le voir et je trouve que c'est un excellent combo pour ceux qui voyagent, veulent faire pas mal de choses et être polyvalent. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on va commencer donc tout de suite la review. Alors, est-ce que Nikon a frappé fort? Eh bien, c'est parti, messieurs, dames. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors, commençons donc par la prise en main et l'ergonomie du boîtier. Déjà, j'ai été agréablement surpris. Parce que à 1500 € environ, je m'attendais à un full frame qui fasse un peu jouer ou en tout cas fragile. Eh bien, tout ce qu'on peut dire sur la qualité de fabrication, c'est que vous avez un rendu très honorable. C'est-à-dire qu'il ne fait pas jouer, il ne fait pas fragile et c'est une bonne chose. Pour moi, c'est rassurant. On a une qualité de fabrication dans le grip ici qui est et dans la texture qui est vraiment appréciable, qui accroche bien. On est sur une finition qui est vraiment solide. Alors avec un petit mix parfois de plastique, mais aussi et surtout d'aluminium, et ce qui rend l'ensemble vraiment cohérent. Et je trouve qu'on en a pour notre argent à ce sujet-là. Et j'ai été vraiment surpris. Premier point que je voulais évoquer sur ce boîtier, c'est évidemment la poignée. Et c'est vrai que j'adore les poignées Nikon. Ici, on retrouve l'esprit Nikon qu'on peut voir sur d'autres boîtiers. Et on a une poignée qui est pour moi parmi les meilleures du marché, que je trouve excellente dans la prise en main, que ce soit en verticale ou en horizontal. On a toujours de quoi reposer son doigt ou ses mains ici. Alors sur cet appareil qui est un peu plus compact que certains experts hybrides, ceux qui ont des grosses mains, ça peut être peut-être un peu plus gênant. Moi qui ai des mains moyennes petites, eh bien c'est vraiment la prise en main parfaite. Mon petit doigt reste sur le dessus et j'ai vraiment un ensemble qui est parfaitement équilibré, en tout cas avec cet objectif, et ça je tenais à le dire, c'est vraiment une pure merveille et c'est hyper agréable à la journée. Quand je suis parti à la montagne en rando, j'ai fait du gros D+, etc. Eh bien j'étais content d'avoir cet équilibre, de pouvoir shooter assez facilement, un peu à l'arrache, etc. Et franchement, là-dessus, cette poignée, c'est un sans faute avec ce petit bouton juste au-dessus de déclenchement, de on-off, etc. Eh bien, pour moi, c'est un sans faute. C'est un des points forts sur les boîtiers Nikon que j'adore, c'est cette poignée. Là où Nikon frappe fort aussi d'entrée, parce qu'on est sur de l'entrée de gamme, c'est qu'on a un double slot de carte SD. Et ça, c'est une vraie force pour ceux qui font de l'événement ou qui veulent absolument une sauvegarde ou même étendre leur capacité de stockage sans avoir à se trimballer une deuxième carte SD dans un sac, etc. Et ça, pour moi, à ce prix-là, eh bien, c'est une belle surprise. On retrouve aussi une connectique USB-C, micro HDMI, casque et micro, l'essentiel pour 90% des gens et ça suffit largement. En ce qui concerne la batterie, elle était annoncée
plutôt faible par rapport à certains concurrents ou même des modèles supérieurs, eh bien c'est vrai qu'elle est un peu plus faible, mais je n'ai pas eu de frustration, c'est-à-dire que je ne l'ai pas utilisée en mode reportage intensif et donc j'ai pu tenir la journée 350, 360, voire même plus de photos. Tout dépendra de votre utilisation du viseur ou de l'écran, etc., de la connectivité que vous y ajoutez, mais c'est pas parmi les meilleurs, mais je trouve que c'est correct, ou en tout cas ça fait le taf. J'ai pas grand chose à dire sur la batterie, c'est pas une énorme surprise. En ce qui concerne l'arrière de l'appareil, eh bien il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on retrouve ce fameux écran à rotule. Alors moi, j'ai du mal avec les écrans à rotule. C'est pas lié à Nikon ou quoi, toutes les marques le font, mais j'aime pas les écrans à rotule. Je préfère les écrans où on peut flip vers le haut et sur la verticale. Là, pour moi, c'est toujours fragile ces encoches, etc. Je suis pas ultra fan. Cependant, je préfère ça qu'un écran figé, ce qui me permet de shooter facilement en vertical, etc. Donc pour ça, c'est quand même pas mal, mais j'ai du mal avec ces écrans de façon générale, mais celui-là est plutôt réussi puisqu'il est tactile et ça c'est quand même une bonne chose, et il est assez grand, je trouve, et confortable à utiliser et lumineux de façon globale. Alors pour le reste, moi, vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, je suis assez fan du minimalisme et de moins il y en a, mieux c'est. C'est pas trop la philosophie de Nikon, c'est-à-dire que vous avez énormément de boutons et si vous débutez, ça peut être un peu perturbant au début, et je vous avoue que la première semaine, j'avais pas trop mes repères, c'était un peu compliqué, mais globalement, par la suite, on s'y fait assez vite, mais je trouve ça dommage qu'il y ait autant de boutons, on peut s'y perdre un peu. Ça reste cependant des fonctionnalités utiles. On retrouve notamment le i ici qui nous permet tout simplement de personnaliser notre menu et d'aller directement à une fonctionnalité choisie auparavant, et on retrouve aussi un joystick ici qui est génial. Là-dessus, je savais même pas s'il y allait avoir un objectif, un joystick à ce prix-là, et je dois avouer qu'il est très agréable. C'est totalement pour moi c'est important le joystick, et c'est totalement le joystick que j'apprécie, qui est un peu cranté et qui permet de bien accrocher au pouce et qui est bien situé. Ça vous permet de déplacer le curseur de la F au point où vous voulez aller très rapidement, et ça pour moi c'est un gros plus et un gros point fort, ce joystick, même si ça n'y paraît pas. On retrouve ce fameux bouton ici au milieu pour naviguer dans le menu, etc. Bon, plutôt classique. Et on retrouve aussi cette petite encoche, ce petit clic qui nous permet de passer du mode photo au vidéo très rapidement. Et donc, on peut par la suite retrouver les autres boutons classiques des autres boîtiers. On retrouve également deux molettes, une ici et une sur le devant, qui sont très agréables à utiliser, qui marchent bien, qui sont bien crantées, etc. Et là-dessus, rien à dire. Sur le dessus de l'appareil, c'est peut-être ici que vous allez faire un compromis, dans le sens où sur le dessus de l'appareil, vous n'avez pas d'écran comme on peut le retrouver sur un Z6. C'est des petites informations qui sont parfois plaisantes à avoir, c'est pas un game changer, mais c'est un peu plus plaisant. Ici, on retrouve juste le bouton PASM et le bouton picture ici pour gérer le réglage des images. Et donc, c'est très minimaliste pour le coup, c'est bien, mais c'est vrai que il n'y a pas le petit écran qu'on retrouve sur des écrans, sur des boîtiers plus haut de gamme comme le Z6 II, mais c'est pas quelque chose qui m'a perturbé, même si c'est plus agréable d'avoir l'écran quand même. Enfin, sur le devant de l'appareil, on est sur du très classique, le fameux bouton pour changer l'objectif et deux boutons personnalisables à droite qui sont plutôt facilement accessibles dans la prise en main, et là-dessus, c'est quelque chose d'appréciable également. À noter qu'il n'y a pas de fonctionnalité précise pour baisser le rideau et changer l'objectif. C'est un peu dommage, mais à ce prix-là, ça m'étonne pas. C'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Moi, je l'ai jamais eu dans mes autres boîtiers, mais voilà, c'est des petites fonctionnalités en plus qu'on aime avoir. Mais j'ai cru voir et lire qu'il y avait possibilité un peu de bidouiller pour baisser le rideau quand même. Voilà, j'ai pas trop expérimenté dans le sens où il n'y a pas de fonctionnalité dédiée à ça, ou en tout cas je l'ai pas trouvé et je crois pas qu'il y en ait. Parlons d'un autre point important sur ce boîtier, c'est évidemment le viseur que vous voyez là. Un viseur central qui est assez reculé, qui est agréable dans l'utilisation quand vous allez viser. Je trouve que c'est vraiment bien. On n'a pas le nez collé
à l'appareil, etc. Il est plutôt lumineux et tout. Franchement, dans son confort et son utilisation, il est bien. Mais j'avoue que pour moi, c'est un des compromis que l'on doit faire sur ce boîtier en termes de viseur. Alors, je m'explique parce que je suis habitué à des viseurs plus définis. Ici, il y a eu une grosse progression par rapport à la version précédente. Donc ici, avec ce viseur, on a une définition de 3,69 MP et donc un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Et moi, c'est vrai que je suis habitué à des viseurs un peu plus gros, un peu plus confortables, où on est sur du 5,76 MP et souvent du 120 Hz en rafraîchissement. Et je pensais pas que ça allait faire la diff, mais quand on est habitué à ce genre de viseur, redescendre en dessous, bah ça perturbe un peu. Je dis pas qu'il est nul, loin de là, c'est un bon viseur, confortable et tout. Mais quand on a connu plus haut, eh bien on voit quand même la différence, je trouve, ou en tout cas j'ai été moins à l'aise avec ce viseur qui dans le confort est très bon, mais dans la définition, ou je sais pas, il y avait un truc qui me perturbait et voilà. Mais en tout cas, il y a eu un vrai saut par rapport à la génération précédente, mais c'est pour moi un compromis à faire sur ce boîtier, mais qui est tout à fait dans les clous pour ce genre de prix, c'est ça que je tenais à dire et à nuancer. Autre point fort qu'il y a dans le boîtier, c'est qu'on retrouve le processeur Xpeed 7 qui est le même que le Z6 III et le Z8. Donc là, vous avez un appareil photo réactif, performant et qui va vous permettre de tout faire sans faire de compromis avec une génération précédente et tout. Vous disposez du dernier processeur et ça, c'est une excellente nouvelle. Évidemment, le capteur, je ne l'ai pas précisé, mais on est donc sur le capteur full frame de 24 mégapixels et on va voir un peu maintenant ce qu'il a dans le ventre puisqu'on va rentrer dans le cœur du sujet avec des images pour vous illustrer parce que j'ai quand même fait pas mal de photos qui sont plutôt sympas et je voulais vous parler évidemment de tout ce qui est qualité d'image, autofocus, montée en ISO, bref, vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre aussi en AF, etc. Donc on va attaquer tout de suite ça un peu sur l'ordinateur. Alors, on va commencer par la qualité d'image. Comme je l'ai dit, je l'ai testé avec le 24-120 et donc l'objectif prend une part importante dans la qualité d'image délivrée, donc il faut tenir compte de ça. Globalement, je connais bien les capteurs 24 mégapixels et pour moi, ce sont vraiment des excellents capteurs parce qu'ils sont rapides, polyvalents, super montée en ISO et bonne dynamique d'image. On va vérifier tout ça et c'est vraiment pour moi un gros plus ce capteur qui permet de faire plein de choses et de bien les faire. Là, les images que je vais vous montrer, elles sont en RAW. Et donc c'est comme ça qu'on va définir et voir la qualité d'image. Donc ici j'étais au Mont-Saint-Michel, bien sûr la seule journée où il faisait pas beau. Donc on voit là, je zoome à 100%. Et on peut voir qu'il y a une qualité de détail dans la texture, la pierre, le sable, les gens, etc. qui est vraiment, vraiment bonne. Et cette qualité d'image, elle est bonne sur l'ensemble de l'image. Ici, on est sur le bord de l'image à 100%. Elle est excellente de droite à gauche, mais aussi de haut. Ici, c'est très propre. En bas. Et donc, on a une qualité d'image qui est homogène, qui est très belle et on rentre vraiment dans les détails. Il n'y a pas trop d'aplat. Même là, dans les arbres et tout, il y a de la texture. On peut vérifier ça aussi sur une autre photo. Ici, comme ça, pareil, si je zoome à 100%, on a une image qui est excellente, bien définie, bien texturée et avec des couleurs sympas. Pareil ici, on peut voir au loin la qualité d'image qui est vraiment bonne partout. En termes de couleurs, le rendu des couleurs est très bon. J'aime beaucoup le rendu des couleurs sur les teintes jaune, orange et verte. J'ai un peu plus du mal avec le bleu qui est fait, ça c'est encore une fois très personnel, mais j'ai un peu plus de mal à gérer le bleu de Nikon en post-prod, mais sinon c'est vraiment bien, l'exposition est très bonne, parce que ça aussi, savoir mesurer l'exposition d'une scène globale, eh bien c'est pas toujours si simple, et Nikon le fait vraiment bien. Et évidemment, la limite des 24 mégapixels, là j'ai zoomé à 100% depuis tout à l'heure, mais dès qu'on va à 200%, évidemment les 24 mégapixels,
bah, sont un peu moins efficaces si on veut surtout cropper. Pour ceux qui aiment et qui croppent beaucoup, forcément, vous allez retrouver moins de détails quand vous allez beaucoup recadrer votre photo. C'est pourquoi des capteurs un peu plus définis sont plus sympas pour ceux qui croppent ou qui aiment vraiment aller dans les détails. Ça reste sympa, mais on voit qu'on perd un peu du détail, qu'on perd un peu de texture entre guillemets, dans le sens où plus on zoome, moins on va avoir de définition, etc. Mais dans une utilisation classique, et si vous ne croppez pas à 100%, c'est impeccable. Parlons maintenant de la dynamique d'image. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que d'habitude, j'ai tendance à faire beaucoup de couchers de soleil. Je l'ai un peu moins fait là lors de ces tests, mais de ce que j'ai pu voir, eh bien là aussi, c'est fidèle. Et c'est ce qu'on aime chez le full frame et sur ces 24 mégapixels, c'est qu'on a une latitude dans l'image et dans la post-prod qui est relativement énorme et qui est parmi vraiment le top du top, ou en tout cas moi j'aime beaucoup travailler ces fichiers quand j'ai besoin, quand je perds un peu d'infos, je sais que je peux récupérer facilement. Par exemple, et d'ailleurs, je pense que c'est même mieux en termes de dynamique. J'ai pas à vérifier, mais je pense que c'est même mieux que le Z6 III en dynamique d'image, qui lui a un capteur semi-empilé, ce qui fait perdre un peu de dynamique d'image. Alors c'est très léger évidemment, mais en tout cas, vous ne gagnerez pas en dynamique d'image sur le Z6, j'en suis quasi sûr. Mais voilà, là par exemple sur cette image qui est quand même très contrastée, coucher de soleil, etc. Mais mes ombres ici sont quand même bien bouchées, on arrive à rien distinguer. Eh bien, je peux quand même ici, quand je vais aller chercher un peu les hautes lumières, et on voit toutes les informations qui sont récupérées, je vais laisser comme ça. Mais dans les ombres, ici, je peux aller chercher loin. Je peux même remonter mon exposition si je veux. Et là, en fait, on voit toute la latitude possible qu'on peut avoir dans les fichiers. Et quand je zoome après dessus, on voit, alors je ne sais pas si vous allez voir avec la qualité, mais il y a très peu de bruit ou de couleurs détériorées ou de textures détériorées, ce qui peut arriver parfois sur d'autres capteurs un peu moins performants. Ici, c'est très propre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir garder une qualité d'image vraiment intéressante, etc. Même en allant récupérer des infos dans ces fameuses basses lumières où là on était quand même loin. Pareil ici, je monte vite fait, mais en allant chercher les ombres, on voit qu'on récupère beaucoup d'infos, les couleurs, le vert, les textures. C'est vraiment impeccable et c'est vraiment un capteur que j'aime beaucoup. Et évidemment, il a quelques limites, comme la plupart des appareils, notamment sur cette image où j'ai pas réussi à garder tous les détails ici. C'est très compliqué sur ce genre de scène, mais c'est pour montrer qu'il y existe quand même des limites à ce genre d'appareil. Mais quand on part sur des images vraiment sombres, etc., on peut rattraper quand même pas mal de choses. Et donc, c'est la force aussi de ce full frame, c'est cette capacité à aller chercher de l'information quand on en perd un peu. Évidemment, comme sur n'importe quel appareil, si vous cramez les blancs de base, vous ne récupérez pas d'informations. Parlons maintenant de la stabilisation. Ici, on est sur un appareil qui est avec un capteur stabilisé qui permet techniquement jusqu'à 7,5 stops, ce qui est énorme sur un full frame et ce qui est parmi vraiment ce qui se fait de mieux. Et même dans la gamme au-dessus, on peut gagner légèrement, je crois que sur le Z6 c'est 8, mais ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est-à-dire que vous avez ce capteur qui est stabilisé et qui le fait très bien. L'objectif que j'ai utilisé, lui, n'est pas stabilisé. C'est-à-dire que vous allez peut-être perdre un peu en vitesse sur un objectif qui n'est pas stabilisé, mais si vous arrivez à un objectif stabilisé, plus le capteur stabilisé, je peux vous dire que vous pouvez y aller tranquille. Même là, avec un objectif non stabilisé, j'ai pu faire des photos. Vous allez voir, par exemple, je suis à 1/3 de seconde ici. Alors évidemment, j'ai pris entre 24 et 28 mm. Plus vous avez une focale à 50 mm, 75 ou plus, plus vous ne pourrez pas descendre sur ces vitesses-là, ce qui est assez logique. Mais si vous faites du grand angle 15-35 mm, il n'y a aucun problème là-dessus. Et par exemple, là, à 1/3, je vais même zoomer à 200%, l'image est nette. Ici, on voit, il n'y a pas de tremblement, c'est vraiment propre. Ici, je suis même réussi. Alors, il y a pas mal d'échecs quand même, mais si vous faites vraiment attention, que vous vous appliquez, même ici à 1 seconde, on a des fichiers qui sont
quand même exploitables. On voit quand même que c'est pas net, mais voilà, là c'était juste pour l'expérience. Mais tout ça pour vous dire que ici je suis à 0,6, et ben c'est net, il n'y a pas grand chose à dire, on peut exploiter cette photo. Tout ça pour dire que vous pouvez descendre assez facilement à un quart, un tiers de seconde si vous faites attention, que vous respirez pas, et que si vous êtes extrêmement bon, vous pouvez même descendre un peu en dessous. Tout ça pour dire que la stabilisation marche vraiment bien et c'est un point fort qu'il faut signaler aussi. Passons maintenant à un autre sujet important qui est la montée en ISO. Parce que qu'est-ce que vaut ce capteur sur la montée en ISO? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Comme je le disais, le 24 mégapixels est très bon pour ça. Et ce qui m'a agréablement surpris sur ce capteur et chez Nikon, c'est qu'on a une constance qui est parfaite dans les textures et la couleur, peu importe la montée en ISO. Sur certains appareils, parfois, plus on augmente en ISO et parfois les verts changent de couleur un peu, etc. Ici, c'est assez constant partout et je vais vous donner un peu mes conclusions. Déjà, jusqu'à 6400 ISO, vous n'avez aucune raison de avoir peur, de dégrader votre qualité d'image. 6400 ISO, c'est nickel. Là, par exemple, sur cette image, je suis à 6400 ISO. Je vais peut-être pas zoomer à 200, mais à 100%. On peut voir sur des scènes comme ça de feuilles, il y a beaucoup de textures, etc., même de dynamique d'image. C'est assez difficile à retranscrire. Eh bien, c'est nickel. Je distingue très peu de bruit et on retrouve tout le détail des feuilles dans les arbres, etc. On a une dynamique d'image correcte. Ici, les blancs ne sont pas cramés, je peux les récupérer. Donc, c'est vraiment bon. Même si je prends, par exemple, ce portrait de mon chat, je suis à 6400 ISO. Eh bien, on peut voir que la qualité d'image, le détail, que c'est nickel. Le bruit est extrêmement bien contenu et on a tous les détails des poils, etc. C'est vraiment top. Donc, jusqu'à 6400 ISO, vous y allez, les yeux fermés pour moi, c'est une excellente réussite, couleur fidèle, bonne dynamique, pas de détérioration dans les pixels ou pardon dans les couleurs, etc. Pas de violet qui apparaît bizarre parfois, donc là-dessus c'est top. Là on est sur une photo à 14000 ISO et on commence à flancher un petit peu, on perd un peu en qualité ou en tout cas la texture fait un peu plus numérique, un peu moins naturelle et je dirais que c'est à partir de là qu'on commence à voir quelques petites détériorations, notamment dans la dynamique d'image où on va peut-être récupérer peut-être un poil moins d'infos dans la texture et où le bruit commence à apparaître. Mais pour moi, ici on a 28 000 ISO. On peut encore exploiter des photos. Tout dépendra aussi de comment vous exposez votre photo parce que avec des ISO aussi hauts comme ça, vous avez moins de latitude si vous perdez de l'information pour en récupérer. Mais si vous exposez bien votre photo, etc., eh bien 28 000 pour moi, ça reste correct. Vous pouvez voir ici les détails. On voit quand même les différents contrastes, les textures, etc. C'est pour moi vraiment un peu la limite exploitable sur le boîtier, mais tout ça pour dire qu'il a une excellente montée en ISO et que c'est un de ses points forts aussi pour moi. On peut même aller sur cette photo que j'ai retouché un peu, qui est, donc vous pouvez monter jusqu'à 64 000 ISO en natif. Ici, je suis à combien? 57 000. Eh bien, avec un peu de post-traitement, on peut voir ici, je suis zoomé à 100%, on récupère des infos dans les feuilles, plus trop de bruit, etc. Franchement, c'est nickel. Là, j'ai une photo de 57 000 ISO, les couleurs sont bien, il n'y a pas grand-chose qui tourne au violet, ce qui est parfois le cas. Le vert est plutôt propre, la dynamique d'image, elle est un peu plus faiblarde ici à 57 000 ISO, mais c'est un quasi sans faute pour ce capteur qui est top. Parlons maintenant d'un autre sujet qui peut vous intéresser et qui a été une sorte de révélation, en tout cas qui a été une excellente surprise sur cet appareil, c'est l'autofocus. Vous avez ici, en plus du processeur, vous avez les dernières technologies et même des technologies que vous ne retrouvez pas encore sur des boîtiers comme le Z8
etc. Et moi, j'ai été agréablement surpris, comme je le disais, parce que je l'ai testé en montagne. J'attendais à avoir plus d'animaux, j'ai pas vu tout ce que je voulais, mais j'ai pu en fait lui faire une confiance aveugle à cet AF. Parce que, comme je disais, j'étais en rando, j'étais pas lucide des fois, et je voulais prendre quand même en photo les animaux, etc. Je me faisais pas chier, hein. Je pointais vers l'animal, je zoomais comme ça, et je faisais ma photo, et à chaque fois c'était net, parce que même si l'animal prend une petite place dans la photo, et c'est ça qui m'a le plus surpris, il est capable d'aller accrocher cet animal, même si, ou cette personne, même si elle représente une petite taille dans l'image. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce que il y arrive, il accroche de loin, et une fois qu'il accroche, il garde bien le sujet. Et ça a été vraiment une belle surprise. Alors moi, je suis pas photographe animalier, j'en fais très peu, et donc j'ai peut-être pas le recul nécessaire sur l'AF, puisque j'ai un niveau d'exigence qui, contrairement par exemple au viseur, est plus basse. Mais il m'a jamais pris à défaut cet autofocus, et je l'ai vraiment apprécié de A à Z, que ce soit sur les personnes, les animaux en général. Je vous montre ici des photos de mon chat que j'ai prises aussi en rafale, etc. Et il arrive donc à accrocher, vous pouvez choisir le buste, etc. sur les personnes, mais notamment au niveau des yeux, c'est important de le traquer. Mais est-ce qu'il est précis? Eh bien oui, sur les zooms que je vous montre, ici on arrive à avoir un maximum de détails sur ces scènes-là, sur ces animaux, et ça c'est vraiment top. Par contre, je suis honnête, et j'ai eu un peu plus de difficultés sur un type d'animaux qui sont les oiseaux. Et je le trouvais un peu moins performant sur les oiseaux. Alors pareil, j'ai essayé et pris pas mal de photos autour des animaux et des oiseaux, et c'est vrai que les oiseaux, il avait un peu plus de mal, parce que j'étais en mode automatique où il choisit lui automatiquement. Je pense que pour les oiseaux spécifiquement, si vous passez en mode uniquement oiseau, il peut être un peu plus performant, et c'est un peu là où j'ai réussi à le mettre en faiblesse. Autre point à noter sur cet autofocus, c'est qu'on a le mode AFA. Je vous mets ici évidemment les différents modes, et l'AFA vous permet techniquement, avec l'appareil, lui va détecter si on est sur et va basculer de AFS, donc en sample où on fait juste un clic, l'autofocus se fait, ou en AF continu, AFC, où là il suit le sujet. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est pas encore totalement au point pour moi. Il y a eu quelques petites défaillances dans ce que j'ai pu essayer, mais ce basculement, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, pour ma pratique, c'est quelque chose qui me sert énormément, et j'étais agréablement surpris, même si, encore une fois, c'est perfectible. Mais c'est une technologie que vous ne retrouvez pas, si je suis pas au courant des dernières mises à jour, donc à vérifier, mais qui n'est pas disponible sur le Z8, par exemple, ou le Z6 III. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel. Autre point fort que j'ai trouvé, c'est qu'il arrive à faire la mise au point, à accrocher le sujet, même quand la luminosité est vraiment faible, etc. Je trouve qu'il est très bon là-dessus, et je tenais à le signaler. Parlons rapidement du mode rafale. Ici, pas grand chose à dire. Je vous mets un petit tableau. C'est un peu de la fiche technique, hein. Ça marche plutôt bien. Ça fait plaisir d'avoir quand même un mode rapide à ce prix-là, même s'il y a quelques petits compromis à faire. Mais en tout cas, on a une rafale qui est performante, qui marche bien, où l'AF suit pendant cette rafale. J'ai eu assez peu de problèmes. Évidemment, il y a toujours un peu de déchets sur ça, mais globalement, c'est une vraie réussite. Et évidemment, c'est pas le plus rapide du monde. Vous allez faire un peu de compromis sur ça par rapport au Z6 III, par exemple, qui est incroyable en termes de rafale. C'est si vous cherchez la meilleure rafale du monde, oui, vous n'allez pas l'avoir, et c'est normal. Mais par contre, vous avez là aussi la technologie pré-capture, et à ce prix-là, vous voulez quoi de plus? Il y a pas grand-chose à dire par rapport à tout ça, à l'AF, à la rafale. Vous n'avez pas besoin de plus. Pour 90% des gens, ça va faire le taf. Évidemment, si vous êtes un photographe expert animalier avec des besoins précis, oui, vous n'allez pas vous tourner sur ça. Mais si vous n'avez pas de besoins spécifiques ou ultra demandeurs, pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi prendre un appareil photo plus cher? Petit point sur la vidéo. Alors,
En termes de photos, comme vous avez pu le voir, il y a assez peu de compromis à faire, hein. C'est vraiment quelque chose... Moi, je suis choqué, hein. Je suis agréablement surpris parce que cet appareil photo-là, je peux l'utiliser dans mon travail, je peux l'utiliser dans mes voyages, je peux tout faire avec et je n'aurai aucun problème à avoir un appareil comme ça. Les seuls compromis que je peux faire, c'est comme je le disais, les petits compromis, c'est sur peut-être un peu cette qualité de fabrication entre guillemets. Et encore là, on a un appareil qui est tropicalisé, donc que je peux emmener partout en voyage. C'est ce fameux petit viseur qui me gêne un peu moins. L'écran, je suis pas fan, mais globalement, je peux pas lui reprocher grand-chose et il a tout pour plaire. Il a un capteur ultra polyvalent, il est rapide, il est efficace, on a une qualité d'image qui est top pour du 24 mégapixels et avec tout ça, si vous utilisez des zooms et que vous croppez pas trop, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas besoin de plus comme 90% des gens. Pour en revenir à la vidéo, eh bien je l'ai pas vraiment utilisé, c'est pas mon cœur de métier, je me sens pas légitime de faire un point là-dessus. Par contre, j'ai quand même comparé par rapport à ce qui se fait sur le marché et c'est ici peut-être que vous allez faire le plus de compromis par rapport à un Z6 III par exemple. Sur la partie vidéo, c'est correct, mais évidemment, sur les dernières technologies, pour ceux qui sont exigeants, vous allez peut-être faire des compromis là-dessus. Mais comme je le disais, je ne suis pas vraiment le plus pertinent pour aller sur ce sujet. Et voilà, il est temps de faire le bilan sur cet appareil, sur le Nikon Z5 II. Et comme vous avez pu le voir, je suis assez enthousiaste à ce sujet. Évidemment, cet avis est totalement honnête. Je n'ai eu aucune consigne de la marque. Je remercie Nikon pour le prêt, mais je n'ai eu aucune consigne à donner sur cet appareil-là. Et j'en suis ravi. Ça a été une très belle surprise. Franchement, à ce prix-là, on se fout pas de nous. Et ça fait plaisir aujourd'hui, dans le monde de la photo, de voir un peu un juste prix entre guillemets, sur un appareil comme ça, où on en a pour son argent, où les compromis sont supportables et où on peut quasiment tout faire. Et c'est aujourd'hui, sûrement, dans mon top 3 des appareils que je recommanderais à quelqu'un qui n'a pas un gros budget, qui débute, mais qui veut se faire plaisir et qui veut du neuf, qui veut les dernières technologies. Eh bien, sans hésiter une seule seconde, je lui dirais de partir sur ce genre d'appareil parce qu'il peut tout faire et il le fait bien. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il excelle peut-être pas en rafale, il excelle peut-être pas en qualité d'image, il excelle pas dans son confort d'utilisation avec le viseur ou autre, mais dans une pratique de tous les jours, même professionnelle, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. À voir si vous souhaitez l'utiliser, mais vraiment, c'est un appareil que je recommande et que j'aime beaucoup pour le prix. Je vous mets le lien en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à regarder parce qu'il y a souvent des offres qui changent. Mais en tout cas, quel plaisir à utiliser au quotidien. Avec ce 24-120, c'est totalement un appareil que je peux amener en voyage en toute confiance et avec lequel je peux faire toutes les choses que je veux. Donc voilà, c'est un coup de cœur pour cet appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!